l'un des démocrates, Joseph Ouna, a donc plongé les Camerounais dans l'enthousiasme. Aboubakar Ousmane Mé est donc l'un des ministres de Biya qui a donc condamné la jeunesse. Nous sommes donc dans ce studio avec l'un des démocrates de Biya qui nous explique les enjeux qui pourront donc se jouer sur le plan politique pour la réélection de M. Paul Biya. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé avec Joseph Ouna? Oui. A-t-il été démocrate pour vous? Oui. Car on peut dire que c'est pour en venir donc à ce que vous dites. Ok, c'est bon. S'il était démocrate, il serait déjà parti. Parce que lors de la tripartite, M. Moafou, 1991, la constitution de 96, elle avait été rédigée au sortir donc de cette tripartite-là. Et là-dedans, l'article qui demandait le renouvellement, n'est-ce pas, du mandat du président, Mbombo Nduya, c'est lui qui prend le texte, il va chez le président, il lui dit, mais il faut quand même donner l'espoir aux Camerounais. Si vous ne partez pas, si dans les textes, les mandats ne sont pas limités, personne n'aura l'espoir et les gens risquent de prendre une autre direction. Mbombo Nduya est allé. Et le président a dit d'accord. Mais Joseph Ouna, après est revenu reprendre le document, il a maintenu que le président, le verrou de quoi là, ils ont mis donc, et le président doit rester autant qu'il veut. Bon. Maintenant, le problème est le suivant. À force de tripatouiller, à force de tripatouillage, et on en est à... C'est le fils qui veut la place maintenant. Ah, le fils Franck Biya? Le fils Franck Biya. Franck Emmanuel Biya. Il veut la place. Franck veut la place. À force de tripatouiller, bon, les gens se sont dit, mais c'est notre cuisine intérieure. Donc les autres Camerounais, ce n'est pas leur problème. Et on en est donc à cette difficulté majeure. Parce que, à lire entre les lignes dans la Constitution, les conditions de départ du chef de l'État, qui sont 3. Il y a la démission, le décès ou l'incapacité. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations. Sont prévus au départ de Garoua, 3 à Douala et un seul au départ de l'aéroport international Yaoundé-Simané. Mais rappelez-vous tout à l'heure, lorsqu'on a décidé d'amener cette histoire de la 8e année et la 9e année, le Hajj a un amir. Posez-vous donc la question. Maintenant, si nous vivons pays, c'est-à-dire chaque pays aura aussi sa commission de Hajj et son amir. Ça, c'est une question aux savants musulmans du Cameroun. Le premier musulman, c'est Tangadji. Les savants vont nous répondre la question. Est-ce qu'il est permis à un non-musulman d'être le responsable de la commission djihad nationale? C'est une question. Nous voulons une réponse juridiquement par là. Un non-musulman. Il s'agit de l'adoration. Là, nous ne voulons pas parler des choses autres que cela. Le pays est laïque, il n'a rien à voir avec les religions. Vous, les musulmans, vous êtes appelés à organiser votre religion parce que le pays est laïque, il ne s'implique pas dans les affaires des cultes et des religions des gens. Voilà. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas à ce niveau, d'après moi, d'après mon point de vue. Le problème est à votre niveau, vous les musulmans. Est-ce que vous craignez Allah? Comment la commission a débuté? C'était toujours à cause de nous. L'injustice, pas des amana. L'association des encadrés, pas des amana. C'est ça qui nous a conduit à cela. Parce qu'on prenait l'argent des fidèles musulmans et on mangeait. Il arrivait le juif, il ne peut pas voyager. Et jusqu'à cela,
La chose la plus pire aujourd'hui, et tous ces 3 jours, les gens ont passé à nous poser des questions sur ça, c'est ce que je vais signaler là. L'État a mentionné le prix du Hajj. Sur le contrôle de la commission du Hajj, l'État a présenté une liste de 74 encadreurs, soit 70 dans la classe économique et 4 dans la classe qu'ils ont appelée VIP. Mais l'État est resté incapable de préserver les places des musulmans pour qu'ils puissent faire le Hajj. C'est devenu du business. Voilà. Même ces encadrés-là viennent pour déposer l'argent de ces pèlerins. On dit que le quota est fini. Parce que tel encadré à lui seul a versé l'argent de 100 personnes. Et il veut revendre ça, la haute aux enchères. Qu'est-ce que c'est ça? Le problème vient d'où? Parce que d'autres ne sont pas des encadrés. Un lambda, parce qu'il a ses moyens, il décide de verser l'argent de 300, lui seul. Et après, il revend. L'État, l'autorité qui a mis cette somme-là de 3 200 000 quelques, mais venir demander les pèlerins, on est à quel niveau aujourd'hui? Tu viens payer, on dit qu'il n'y a pas de place. Parce que ce qui se passe, c'est les musulmans eux-mêmes. Les hommes d'affaires viennent se faire de l'argent avec le Hajj. Ils réachètent les places. Mais ce que je connais depuis des années avec l'expérience, j'ai vécu presque 8 ans dans la Terre Sainte, le Cameroun n'a jamais atteint son quota. Vous entendez? Plus de 10 ans passés, nous avons connu le quota de 10 000 pèlerins par an pour le Cameroun. C'est-à-dire la possibilité d'envoyer 10 000 pèlerins. Paul Biya. On n'a jamais atteint notre quota, mais on dit oui au Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya. Vive l'amitié entre la République populaire russe et le Cameroun. Vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Paul Biya, merci Paul Biya, pour que le vive le Cameroun, notre chef est beau. Ah, Paul Biya, il est devenu le dieu des musulmans. À Tanganyika, on vient de me dire qu'il a une carte d'identité où il s'appelle Issanji. Issa. Donc, prophète Issanji. Voilà. Donc, moi, je ne savais pas. Pardonnez. Donc, il y a le prophète Issanji. C'est lui qui vient donc avec des bandits et ses amis, qui sont d'ailleurs, qui dépendent du ministère de l'administration territoriale, pour organiser ces voyages, ou alors pour vendre des papiers, pour faire le business derrière Allah, derrière le pèlerinage, derrière les musulmans. Atanganji bénéficie des réseaux de transversalité, des réseaux souverains, souterrains et diablotins. Et ces réseaux passent parfois par de l'amido. Comment vous pouvez croire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui incarne un rôle insoupçonnable puisse aujourd'hui être un faussaire? D'abord, vous allez voir que ces lamido appartiennent parfois à des corps d'État, des corps criminels, tels la Sémine. Et ce sont donc ces gens qui non seulement manipulent les populations de l'extrême nord, choisissent qui doit aller au paradis, choisissent qui doit aller à la Mecque, qui doit aller au pèlerinage, et pour aller au pèlerinage, il faut être du RDPC. C'est en même temps ces gens qui affament les populations de l'extrême nord en essayant d'entretenir ce qu'on appelle les crises. Les crises d'inondation, les crises alimentaires, les crises de sécheresse, ils ne résolvent
rien, parce qu'ils attendent tout simplement qu'à l'approche des élections, le Lamido va appeler les gens, on prend vos noms, on dit une motion de soutien, et après, on vous donne une petite sardine, on vous donne un peu de riz, un peu d'huile, et le tour est joué. Et on dit que le Grand Nord a élu Paul Biya. Ce n'est pas le Grand Nord qui choisit Paul Biya. Ce n'est pas le Grand Nord qui considère Paul Biya comme le Dieu. Mais plutôt, ce sont ces lamidos, ces chefs traditionnels, et aussi ces élites qui sont en fait des suppôts lucifériens qui vont plutôt vendre les âmes des pauvres nordistes à l'enfer de Paul Biya, en leur disant tout simplement: allez, organisez des manifestations, organisez des marches, et puis bagarrez entre vous. L'essentiel, c'est que notre Dieu Paul Biya soit toujours là. Je suis, voici un lamido. après le ministre Maïrobé, le deuxième militant du RDPC dans la Bénoué. À cet effet, monsieur le représentant de monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de la commune de Maïoura, par ailleurs président de la section RDPC Bénoué Centre 4 et Yérima de Garoua, monsieur le directeur général de la zone des Cotons, mesdames et messieurs, il est pour moi un honneur très particulier d'arborer aujourd'hui le symbole du RDPC autour de mon cou. Il arbore le symbole du RDPC. Pour magnifier et remercier à haute et intelligible voix son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, premier militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au Cameroun. Sa Majesté, vous n'êtes pas seulement que le deuxième, c'est parce que vous n'avez pas expliqué aux Camerounais. Vous êtes aussi le tout-puissant Lamido de Garoua. Vous êtes aussi le capitaine de Sémil en fonction. Vous êtes du corps. Mais vous avez pris tous ces deux rôles-là, vous avez mis de côté. Surtout le Lamido, la grandeur de ça. Le respect. Vous avez mis ça de côté. Vous avez accepté de porter la corde du RDPC au cou pour devenir le directeur des campagnes et le directeur de propagande du parti au pouvoir. Ce parti qui n'a rien foutu pendant les 43 ans que nous vivons aujourd'hui. Un parti politique qui n'a rien servi pour le peuple camerounais, particulièrement au nord du Cameroun. Biya qui n'a rien foutu pour nous. Biya n'a rien apporté pour nous, si ce n'est que de la désolation, la misère, la répression, l'insécurité, le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque des hôpitaux, le manque des routes. Qu'est-ce que Biya a fait pour nous? Biya a arrêté nos enfants, il a mis en prison. Les Marafa, tes enfants. Nos frères, tes enfants. Les Iyamouamé, les Vamoulike. Marafa est en train de mourir à petit feu. Qu'est-ce que Marafa n'a pas fait pour Paul Biya? Vous savez très bien. Marafa, une fois, a stoppé les élections dans le nord pour que le RDP se passe à midi. Pour que Biya se maintienne au pouvoir. En retour, qu'est-ce que Marafa a eu? La récompense est la prison, il est en train de mourir à petit feu. Ton enfant. Et vous acceptez aujourd'hui ce fardeau d'un parti politique à l'agonie qui est en train de disparaître, qu'ils sont en train de chercher le sang frais pour renouveler, pour réactiver le RDPC qui est déjà détruit dans le nord. Sa Majesté, avec tout le respect qu'on vous doit, on vous avait averti depuis, s'il s'agit de la religion, de notre coutume, des partages des héritages, on soumet à vous.
100%. Mais s'il s'agit de la politique, nous n'allons pas vous obéir. Nous vous avons dit. Et nous avons le seul droit là, parce qu'il va de notre survie. Nous sommes fatigués avec Bia. Nous sommes fatigués avec le RDPC. Bia n'a rien foutu pour nous. Nous voulons le changement. Sa Majesté. Nous voulons le changement. Sa Majesté, n'acceptez pas. C'est un piège pour vous. C'est un piège pour vous. Ne réjouissez pas. C'est un piège pour vous. Parce que 2025 là, Inch'Allah, bi'isnillah, nous allons debout dans ces pays-là. Et nous n'allons pas accepter cela. Nous sommes fatigués. Le peuple est fatigué. Tout le monde pleure. L'insécurité, chaque jour. Les assassinats dans le nord. Les kidnappings dans le nord. Vous ne voyez pas tout ça? Et vous acceptez de porter la corde du RDPC au cou. Sa Majesté, avec ça, nous n'allons pas vous suivre. RHD, Sa Majesté, nous n'allons pas vous suivre. Nous n'allons pas vous suivre dans ce chemin-là. Le peuple ne va pas vous suivre dans ce chemin-là. Et ça, c'est déclarer la guerre de la communication envers votre peuple. Et ce n'est pas bien. Nous vous devons beaucoup de respect. Vous le savez très bien. Abandonnez ce combat. Ça ne va pas aboutir à quelque chose. Le peuple est déterminé. Nous voulons le changement. Et rien ne va nous arrêter, Inch'Allah. Rien. Parce que ça, c'est de la politique. Et il va de notre survie. Salam alaikum. Cette révolte du Grand Nord, cette alerte qui nous vient du Grand Nord, montre justement que le Grand Nord ne se fera pas manipuler. La marche convoquée pour le 10 mai, au compte du RDPC et de Paul Biya, risque d'être perturbée dans la mesure où ceux qui veulent aussi organiser une contre-marche ont demandé une autorisation pour le 12, soit 2 jours après les 100 000 jeunes que le RDPC veut mobiliser pour Biya. Eux également, ils sont dans la même optique, mobiliser 100 000 jeunes pour dire à Paul Biya de s'en aller. Bien sûr qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnalités qui se lèvent et qui dénoncent le fait que le Grand Nord soit laissé en abandon à sa propre misère. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a même lancé l'opération pour la surveillance des votes qu'il appelle la VAR. C'est donc une opération dont nous allons encore beaucoup parler parce que à peine cette opération lancée, on voit qu'il y a déjà beaucoup de personnes volontaires qui acceptent de jouer le jeu. Le Grand Nord risque donc de connaître une véritable révolution. Et en même temps, le régime Biya se trouve dans un piège. Le piège que lui-même, il s'est tendu. S'ils acceptent la marche du 10, ils devraient nécessairement accepter celle du 12. S'ils ne le font pas, eh bien, toutes les fractions, toutes les franges opposées vont donc se retrouver dans la même marche.
Et on avait déjà averti que les conséquences risquent d'être dramatiques. L'élection se joue au Grand Nord. Tout le monde en est conscient. Le Grand Nord est-il la propriété de quelqu'un? Le Grand Nord appartient-il seulement au parti au pouvoir? Doit-on seulement accorder les autorisations au RDPC et non à l'opposition? Si tel est donc le cas, cela veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Nous repartons donc dans la barbarie, où on verra des partis politiques peut-être reprendre le maquis. Ce sera la faute à qui? À Biya, qui se vantait d'abord d'avoir apporté la démocratie et qui n'a apporté que la tribalopatie. Il est facile aujourd'hui, lorsqu'on est du RDPC, d'organiser une manifestation, de porter les tenues, de se retrouver n'importe où, de manger du pain et des sardines, de faire la fête et même de bagarrer. On n'a pas besoin de l'autorisation du sous-préfet ou du préfet. Bien au contraire, on applaudit. Mais dès qu'on dit qu'on est d'un parti de l'opposition, immédiatement ce sont les interdictions. De la même façon, le RDPC, le parti de Paul Biya qui prétend pourtant être le plus solide du Cameroun, pour qu'il puisse passer, a eu besoin des autres régions, des autres partis. La preuve, c'est que, justement, lorsque Paul Biya se retrouve mis presque en minorité par l'opposition, la sauvegarde viendra du Grand Nord, avec le MDR. Le MDR, bien évidemment, avait 6 députés. C'est la première opération de prostitution dans la politique camerounaise que Paul Biya lance. On va se retrouver avec les Dakole d'Aïssa là, sans pourtant oublier que par la suite, Paul Biya va aussi faire lancer l'OPA sur l'UPC. L'UPC pourtant qui était incompatible, qui, selon ses fondateurs, est totalement opposé à l'UNC qui a donné le RDPC. Eh bien, Paul Biya, dans sa gymnastique, va réussir aussi à aller corrompre les gens de l'UPC. Et c'est ainsi qu'il va aussi les prendre. De la même façon, il ira aussi corrompre l'UNDP. Si donc Paul Biya est au pouvoir, c'est parce qu'autour de lui, c'est pas seulement le RDPC. C'est parce qu'il y a l'UPC, c'est parce qu'il y a le MDR, parce qu'il y a l'UNDP, et c'est parce qu'il y a des gens qui viennent de plusieurs religions et de plusieurs régions. Mais dans la région de Paul Biya, dès qu'on n'est pas de l'opposition, direction prison. Vous vous souvenez justement de Maman Pilon, cette dame qui moisissait à la maison et qui, utilisant son mortier et son pilon, manifestait son exacerbation. Elle n'a jamais cassé une maison. Elle n'a jamais brûlé un bureau. Elle n'a jamais attaqué un policier, un homme en tenue. Elle n'a jamais été pyromane. Mais on connaît les humiliations qu'elle a eu à subir, filmées par les forces de sécurité. Maman Pilon par terre, à son âge, on lui faisait chanter Paul Biya toujours Shoga. Et puis, on l'avait exporté. Que dis-je?
déportés, comme à l'époque des Juifs. C'est ainsi que Maman Pilon, on avait traversé avec elle même la prison d'Onfou, même la prison de Yaoundé, pour aller avec elle à la prison d'Onfou. La meilleure façon de l'isoler. Elle a connu toutes sortes de souffrances, mais elle n'a pas lâché. Elle est ressortie de là, elle avait déjà tout perdu. Malgré l'amertume, malgré les souffrances, elle n'a pas baissé les bras, elle continue le combat. Aussi vrai, c'est difficile d'être opposant dans la région de Paul Biya, là où c'est presque une obligation d'être élu à 100%. Maman Pilon a donc continué ou bien a repris le front de la révolution. Maman Pilon est donc bel et bien là pour dire aussi que le MRC ou toute autre parti d'opposition a sa place au niveau de la région du Sud. Le RDPC ou bien Paul Biya ne peut pas aller organiser des manifestations, des motions de soutien à l'extrême nord, chez les autres. Mais on interdit aux partis d'opposition d'aller dans la région de Paul Biya. Maman Pilon a donc repris le bâton de commandement ou son pilon. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Maman Pilon parle donc aux femmes. Maman Pilon est dans la motivation, la mobilisation pour que 2025 ne soit plus la dictature d'un seul parti. Je vais vous mettre Maman Pilon. J'ai dit à tout le monde bonsoir. Et il y a des gens ici, apparemment, qui ne savent pas ce que nous faisons. Arrêtez un peu le désordre, car le MRC n'aime pas le désordre. Le MRC, Maurice Kamto, n'aime pas le désordre. Il n'aime pas la violence. Et c'est ce qui nous apprend. Soyez tous en paix, soyez tous unis. Nous luttons contre quelque chose. On dit de vivre ensemble, on doit se supporter. Vous comprenez, non? Alors je voudrais dire quelque chose ce soir, je parle maintenant en français. Je remercie le peuple de Mahanamani, plus précisément M. Edou Cyril, qui a fait ce grand travail dans ce village. De Mahanamani et Minembom ainsi qu'ils sont, je le félicite, je l'applaudis parce qu'il fait un grand travail. On a installé, il y a 2 unités et le bureau des femmes. On les a donné comment conduire les gens. C'est écrit, nous ne marchons pas comme les bœufs, ni comme les moutons. Donc nous marchons avec un règlement intérieur. Est-ce que vous me suivez? Nous avons un règlement intérieur que nous devons suivre. Docteur de Madonna, moi, je suis un bon. Mais je suis un bon. Et on dit que je suis un bon. Je suis unanime. Dans chaque village, dans chaque famille, il y a des brebis galeuses. Mais supportons-nous les uns les autres. On a dit que quand je partais en prison, que c'était le parti des Bamileke. Le vivre ensemble.
Ok. Un Aoussa, un Bamanda, anglophone, je veux dire, les tribus que vous connaissez au Cameroun. Donc avec toutes ces personnes, nous allons arriver, si nous avons la même pensée, d'atteindre notre objectif de changer. Vite de rien et bien fait. Vite de rien au son. Ni vous m'avez dit la 43 ans, sans courant, sans route. Les élites sont seulement là pour utiliser les jeunes. Quand ils arrivent, ils arrachent nos terres. Si nous-mêmes nous ne faisons rien, qu'est-ce que nos enfants feront? Est-ce que je peux encore faire un concours? Je fais pour ma progéniture. Et ainsi que vous tous là, vous faites pour vos progénitures. Il y a des jeunes qui peuvent travailler, mais moi, une femme de près de 60 ans, est-ce que je peux encore travailler? Non. Luttons pour la cause de nos progénitures. Alors ensemble, d'un seul esprit, une seule force, soulevons ce flambeau dans Manameni, dans le Tchérabo, notre président, quand notre président, c'est qui va choisir. Quand notre président, quand notre président, quand notre président, c'est qui va choisir. Quand notre président. C'est ce Paul Biya là. C'est au sud, hein? Oh wow! Oh wow! Voilà. Mesdames et messieurs, ça c'est dans la région du sud. Maurice Kamto n'est donc pas seulement un Bamileke comme elle vient de le dire. Et un président ne vient pas pour une tribu. Amadou Ahidjo a dirigé le Cameroun avec ses 256 ennemis. Mais avec l'arrivée de Biya, on a vu une seule chose qui a eu à évoluer. La division des Camerounais. Le tribalisme. Vouloir toujours montrer que c'est l'autre ethnie qui a tort. Alors que nous voulons plutôt voir le bilan. Nous voulons voir ce que Paul Biya a apporté concrètement. Dans la région du Sud, qu'a-t-il donc concrètement apporté? Eh bien, ceux de ses propres frères, objectifs aujourd'hui, trouvent que le RDPC et surtout les élites n'ont pas travaillé. Et même quand on est arrivé devant le Conseil constitutionnel, on a vu que des gens se limitent tout simplement à vouloir inoculer le poison du tribalisme. D'où la sortie de Maurice Kamto, qui s'offusquait
quel concours il pouvait faire pour devenir boulou. Grégoire Ona, qui est un expert en tribalisme, avait bondi pour faire semblant que le tribalisme n'a jamais existé. Alors que depuis les années Biya, on n'a fait qu'exacerber ce tribalisme-là. Parce qu'on avait dit quel concours pour être boulou. Eh bien, ceci est devenu plutôt une arme pour le RDPC pour dire que c'est l'opposition ou c'est Maurice Kamto qui était plutôt un tribaliste. Voici donc un autre fils du Sud qui lui aussi maintenant est en train de chercher un concours pour devenir Bamileke. Wilfried Ekanga, qui est l'un des conseillers du président du MRC, tient à rappeler justement tout ce que le RDPC a posé comme base, comme foyer d'incendie, pour transformer le Cameroun en Rwanda. Et le voici qui aujourd'hui veut devenir... Que lui répondez-vous? Bamileke. Lui veut devenir aussi Bamileke maintenant. André Luther me dit que c'est très dangereux de mentir, mais c'est pire de mentir en sachant qu'on ment. Pour commencer, il n'y a pas de classe moyenne au Cameroun. Il y a ceux qui gagnent des millions par mois et ceux qui vous demandent de vivre avec 36 000 francs par mois. Il y a quelques exceptions au milieu, mais il n'y a pas de classe moyenne au Cameroun. Le Cameroun a un problème de manger ensemble. Et c'est parce que certains n'ont pas la possibilité de manger avec ceux qui ont le pouvoir qu'ils ont commencé à questionner la gouvernance et pourquoi la recherche n'est pas également répartie. Ils ont voulu parler de programmes politiques, ils ont voulu parler de contenu. Ils se souviennent de ce que Thomas Sankara disait, il vaut mieux de l'eau portable pour tous que du vin pour quelques-uns. Et quand ils ont commencé à faire ça, on a tribalisé le débat pour pervertir justement le contenu. Je répète ce que j'ai dit. Il ne faut pas mettre dans la tête des Camerounais, c'est totalement cynique de mettre dans la tête des Camerounais que le tribalisme commence avec Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Cela signifie que les concepts de Topel et d'allogène inscrits dans la Constitution par ceux qui tiennent le régime actuellement sont du fait de Maurice Kamto. Cela signifie que quand Jacques Ndongo du RDPC disait dans les années 90 au sud, mes frères du village, dressons-nous contre l'envahisseur de l'ouest, c'était à cause de Maurice Kamto. Cela signifiait qu'en 1999, quand on a barré la route à André Woking à l'entrée de Yaoundé en disant un Bamileke à Yaoundé comme archevêque, jamais. Ça voudrait dire que c'est à cause de Maurice Kamto. Ça voudrait dire que quand Amadou Ali a dit en 2011, et c'était relié par Wikileaks et Jeune Afrique, un Bamileke ne sera jamais président, c'était à cause de Maurice Kamto. C'est à cause de Maurice Kamto. Donc, quand on a voulu battre campagne, puisque vous dites qu'il faut être légaliste et républicain, on s'est retrouvé dans des élections régionales qu'on nous reproche d'avoir boycotté. On voulait y participer en allant au sud. On nous a versé de l'eau en disant rentrez chez vous, allez faire ça à l'ouest. C'est au regard de cette mosaïque perverse orchestrée par ceux qui ont actuellement le pouvoir, et c'est ça qu'on appelle le tribalisme d'État. C'est au regard de cette mosaïque que Maurice Kamto pose la question: est-ce que pour que je sois accepté au Cameroun, il faut que je sois de cette ethnie-là, la fameuse ethnie? Cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez, donc